Chers collègues, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe la parole à Monsieur le Directeur Général pour répondre à votre convenance. Vous avez une demi-heure, Monsieur le Directeur Général. Donc... Je vais juste vous préciser une chose que je n'ai pas dit lors de mon introduction. La publication de nos résultats, ils ont lieu demain matin aux analystes et à la presse. Il y a un certain nombre de choses financières que je ne suis pas habilité à vous donner aujourd'hui, parce que l'autorité des marchés n'autorise pas à le faire, tout simplement. J'aurais été auditionné demain après-midi, je pouvais le faire. Ce soir, je ne peux pas le faire, donc je vous prie de m'en excuser. Mais je vais vous donner beaucoup de renseignements sur le niveau de marge, rassurez-vous. Alors, j'ai essayé de regrouper les questions que vous m'aviez posées, puisqu'elles sont relativement nombreuses, par différents thèmes. Je vous propose de commencer par un premier thème, qui est le thème du réseau dont on a parlé, et notamment qui fera le lien avec votre présentation qui va juste me suivre avec le président de l'ARCEP. Et je vous ai préparé pour cette raison deux petits dessins que je vais vous proposer de balayer pour juste qu'on soit certain qu'on parle bien de la même chose en permanence. Alors, sur les aspects réseau, je voudrais préciser une chose absolument importante, c'est revenir sur ce qu'est un réseau mobile. Quand on choisit un réseau mobile, quand on choisit un opérateur de réseau mobile, on le choisit parce qu'on veut être certain qu'il couvre là où on va. On ne veut pas être certain qu'il couvre là où on habite, on veut être certain qu'il couvre là où on va en week-end, là où on va chez ses grands-parents, partout. C'est la raison majeure du choix d'un réseau mobile. Et c'est la raison pour laquelle on a systématiquement poussé les opérateurs existants à investir lourdement, parce que le critère de choix de leur opérateur, pour les Français, c'était vraiment de se dire « est-ce qu'il va être là où j'ai besoin de l'utiliser ?» Et on ne sait pas le prédire a priori. Donc c'est la raison pour laquelle chez Bouygues Télécom, nous utilisons au total 17 000 sites sur notre réseau. L'importance de la couverture est telle que pour la couverture 3G, notre engagement de licence, et il y a eu une question tout à l'heure pour nous demander quels étaient notre positionnement par rapport aux engagements, l'engagement de licence 3G de Bouygues Télécom, il était de 75%. Nous sommes à 93% de population couverte en 3G, UMTS, et nous irons au-delà au cours de 2012. Nous sommes à l'heure actuelle en 2G à 99% de la population. Et je précise d'ailleurs tout de suite en réponse à une question qui m'a été posée, pour les zones blanches, Bouygues Télécom est l'opérateur leader à l'heure actuelle en zone blanche ouverte en 3G+, puisque nous avions à fin décembre ouvert 100 sites en 3G+, sur les 2400 sites en zone blanche, alors que les deux autres opérateurs, Orange et SFR, avaient ouvert 42 sites. Donc notre préoccupation, c'est bien d'aller couvrir, y compris les zones les moins rentables, avec un service 3G+, parce que c'est le sens de la demande de nos clients de pouvoir utiliser les smartphones partout. Ils ne comprennent pas que moi je suis originaire de l'Allier. Les gens d'Ygrande, à côté de Bourg-en-l'Archambault, ils n'ont aucune raison de ne pas avoir accès à Internet depuis leur smartphone. Si ça marche à Paris, ça doit aussi marcher à Ygrande, même s'il y a seulement 756 habitants, et ça marche à Ygrande. Je ne sais pas si quelqu'un est de l'Allier ici, je vous encourage à le vérifier. Ce que je veux surtout préciser ici, c'est une chose assez importante. Le fondement de la stratégie de déploiement de l'ensemble des opérateurs, c'est que jusqu'à maintenant, tout a été fait pour faire une concurrence par les infrastructures. Cette concurrence par les infrastructures, elle oblige chaque opérateur à dépenser énormément d'argent pour déployer le réseau, parce qu'on a l'obligation d'être partout, même là où ça ne présente aucune rentabilité financière. Chez Bouygues Télécom, nous avons sur 17 000 sites, 2 000 sites qui ne se justifient absolument pas pour des raisons financières, mais qui se justifient pour des raisons commerciales, parce que les clients ne comprendraient pas qu'on n'y soit pas, quand bien même il serait extrêmement peu utilisé. Alors, ce que ça veut dire, ça, d'une autre façon, c'est que lorsque l'on introduit sur le marché français un acteur qui peut avoir une couverture variable, puisqu'il utilise celle des autres, il est absolument nécessaire de s'assurer que ce principe de couverture variable est limité dans le temps et qu'un jour, il aura effectivement son propre réseau et qu'il n'aura pas de filet de sécurité pour aller chercher le réseau d'un autre chaque fois qu'il n'a pas déployé dans une commune. C'est le principe même de la concurrence par les infrastructures qui a été posé en dogme au niveau européen et qui existe en France depuis maintenant 15 ans. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Bouygues Télécom n'avait pas eu le droit à de l'itinérance lorsque nous sommes arrivés sur le marché en mai 1996. Le modèle technique que développe Free, il repose sur l'idée simple qu'il est plus intéressant de pouvoir aller en marginal sur le réseau d'un autre que de déployer son propre réseau. Lors de la première séance, M. Niel a déclaré qu'il y avait un certain nombre, il était favorable au partage de points hauts, mais qu'en fait on ne lui avait pas donné accès à ces points hauts. Alors je voulais vous redonner quelques éléments extrêmement simples, extrêmement factuels. En février 2010, nous avons fourni à Iliad une liste de 6 700 sites que nous avions déjà ouverts en 3G. Nous avons fourni cette liste parce que
la réglementation prévoyait que nous devions fournir la totalité des sites sur lesquels nous avions déjà installé un équipement 3G à côté d'un équipement 2G. Nous l'avons fourni en février 2010. En juillet 2010, nous avons communiqué une liste de 1072 pylônes qui étaient la propriété de Bouygues Telecom et sur lesquels nous avions signé une convention d'accueil avec le groupe Iliad pour être capable de leur permettre de déployer des sites, s'ils le souhaitaient, sur ces 1072 sites. Ces 1072 sites, je précise qu'il y avait juste à les choisir et qu'ils étaient automatiquement utilisables. Je voudrais préciser par ailleurs que nous louons à TDF 3100 sites. Ces 3100 sites que nous utilisons, que nous louons à TDF, représentent 25% du territoire français. Ils sont aussi disponibles au groupe Iliad. Il a fait une convention d'accueil avec TDF, il suffit d'en passer la commande. Enfin, j'ai écouté l'audition de Franck Esser ici la semaine dernière et j'ai compris qu'il avait donc donné, lui, une liste de 1800 pylônes qui lui permettaient, qu'il offrait à Free pour pouvoir l'accueillir sur ses sites. Ça fait donc au total 6000 sites sur lesquels le groupe Iliad était capable d'installer de la 3G. 6000 sites sur lesquels il suffisait de poser 3 signatures. Une avec Bouygues Telecom pour les 1072, une avec TDF pour les 3100 sites, et une avec SFR pour les 1800 sites. 6000 sites. Connaissez-vous à ce jour le nombre de sites 3G ouverts chez Free? À la date du 13 février, d'après le site ANFR qui recense l'ensemble des ouvertures de sites, il y en avait précisément 978. Il n'y avait pas 6000, il y en avait juste un sixième du total. Alors la question qu'on se pose, c'est, mais finalement, même quand on a les sites, et j'ai noté qu'il avait été exprimé lors de la première audition par M. Niel que les autres opérateurs avaient refusé de partager les sites. Vous voyez que le nombre que je vous donne, ça n'est pas vraiment un refus, c'est plutôt un grand nombre. La question qui se pose, c'est peut-être est-ce techniquement extrêmement compliqué de déployer un site. Et peut-être que ce qu'un opérateur existant pouvait faire, un nouvel entrant ne peut pas le faire. Alors là, vous allez pouvoir regarder le premier dessin que je vous ai passé. Ah, alors. Ce petit dessin, c'est très simple. Ça vous représente, c'est très très peu technique, hein, rassurez-vous. C'est un petit dessin où en bleu, vous avez ce qu'est un site, un relais, on est en train de vous le faire passer, excusez-moi, un relais GSM. Un relais GSM, c'est quoi? C'est un équipement électronique et c'est 3 antennes. Cher à Monsieur Brock, qui a eu l'occasion de passer beaucoup de temps. Ces 3 antennes sont reliées par un fil à un équipement électronique. Voilà, ça c'est un site GSM. Qu'est-ce que c'est qu'un site 3G UMTS? C'est un équipement électronique qui est posé à côté, qui a 3 antennes, les antennes UMTS, qui ont des fréquences différentes du GSM, et relié à 3 fils. Est-ce que vous le voyez tous? Est-ce que vous l'avez? Alors, qu'est-ce que veut dire ce dessin de façon très concrète et très simple? Ça veut dire que moi, Bouygues Telecom, opérateur 2G, lorsque je veux installer un site 3G, je dois installer une baie rouge, je dois mettre 3 antennes rouges, et je dois mettre 3 fils rouges. Qu'est-ce que veut dire pour Free d'installer un site 3G? Je vais vous montrer la différence. Il n'y en a pas. C'est installer un site rouge, c'est installer 3 fils rouges et c'est installer 3 antennes rouges. La question qui se pose, combien de sites Bouygues Telecom a fait en rouge en 2011? Parce que c'est peut-être extrêmement compliqué avec les procédures de concertation, d'information, toutes les procédures administratives qui sont nécessaires. C'est peut-être un travail qui est très difficile à faire. Nous avons en 2011 installé 2600 sites au cours de l'année 2011. Nous sommes à l'heure actuelle avec 10 600 sites sur lesquels nous avons rajouté la baie rouge à côté de la baie bleue. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que quand on a la volonté de déployer un réseau et d'investir, c'est possible. Le maximum de sites rouges que nous ayons réussi à installer en une année, c'est 3500. Donc, quand on est un opérateur qui a la volonté de s'imposer par la qualité de son infrastructure et qui a la volonté d'arriver et de couvrir, j'affirme que c'est possible, d'autant plus qu'il possédait un parc de points hauts de 6000 points hauts. Le fameux partage de sites dont il vous a été dit qu'il n'était pas possible. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quoi l'intérêt finalement de ne pas déployer son réseau? Parce que la réalité, si l'on était arrivé à 978 sites au 13 février, au bout de 24 mois,
on ne peut pas vraiment dire qu'il a été beaucoup déployé. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, il est très simple. L'intérêt, c'est de ne pas mobiliser de cash pour aller investir. Et pourquoi on ne peut pas mobiliser de cash pour investir? Parce que si vous mettez un prix trop bas, vous n'avez juste pas la possibilité de générer les cash nécessaires pour aller faire les couvertures nationales. Parce que moi, Bouygues Télécom, j'investis chaque année dans le réseau mobile plus de 500 millions d'euros. Et ça ne s'est pas démenti depuis la création de Bouygues Télécom. Nous avons eu un pic à 1 milliard d'euros. Et l'année prochaine, j'investirai 600 millions d'euros en couverture. Et j'y reviendrai tout à l'heure sur la couverture 4G. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que la couverture qui a été faite de façon volontaire? Et est-ce que cette itinérance a été choisie ou subie? J'affirme qu'elle a été choisie. Elle n'était pas subie. Et ça fera le lien tout à l'heure avec ces différentiels de SMS dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Quel en est l'intérêt finalement? L'intérêt, c'est que quand vous voulez faire un réseau de qualité, vous avez l'obligation de mettre beaucoup de sites. Et ça vous renvoie au premier dessin qu'on vous a donné. Le premier dessin qu'on vous a donné, il vous montre un phénomène qui a existé en Angleterre au début des années 2000. Au début des années 2000, il y a un nouvel opérateur qui est arrivé en Angleterre qui s'appelait Hutchinson. Hutchinson, il disposait d'un accord de roaming avec l'opérateur national British Telecom pour le GSM, pour la 2G. Il n'avait pas d'accord de roaming pour la 3G. Il n'avait pas d'accord d'itinérance pour la 3G. Il a donc été obligé de déployer son réseau. Et qu'est-ce qui se passe quand on commence à déployer un réseau? On n'a évidemment pas la capacité à tout couvrir. Donc vous avez la zone dans laquelle vous êtes en itinérance, qui est la zone orange, et puis chaque fois que possible, vous montez sur les zones grises. Monter sur les zones grises, ça présente un inconvénient de qualité extrêmement simple. Si vous n'avez pas fait les paramétrages nécessaires, la communication coupe. Or, les clients n'apprécient pas du tout que lorsqu'ils sont en train de téléphoner, ça coupe. D'autant plus s'ils ont noté que ça coupe toujours au même endroit. Alors vous avez deux façons d'éviter ce phénomène. La première, c'est de poursuivre votre investissement. La première, c'est d'augmenter le nombre de sites pour faire que vous ne soyez pas dans la zone d'itinérance. Et la deuxième, et ça rejoint la question que vous avez posée, Madame Erel, à Monsieur Esser la semaine dernière, sur les histoires de seuil et de paramétrage, la deuxième façon, c'est celle-ci. Ça consiste à prendre les sites et à progressivement soit réduire la couverture qu'ils offrent pour être sûr qu'on n'y soit jamais, soit carrément en interdire l'usage. Parce que c'est possible techniquement de faire en sorte que le site émette et qu'on ne puisse jamais l'utiliser. Ça s'appelle barrer un site. Il est juste là, il sera mesuré dans un flux radio, mais on ne pourra jamais l'utiliser. Alors, c'est assez intéressant comme principe parce que vous avez justement derrière nous le président de l'ARCEP. Pardon, il est barré comment? Barré, ça veut dire qu'on en interdit l'usage. Il ne sera jamais utilisable. Il est branché? Il est branché, il est allumé, mais il n'est pas utilisable. Et la question qui est assez intéressante d'ailleurs, c'est qu'est-ce que l'on considère être de la couverture? C'est un site allumé ou c'est un site utilisable? La définition, en tout cas dans l'esprit que nous en avions compris, c'est que lorsque l'on faisait des réseaux, lorsque vous nous demandiez d'aller couvrir un certain nombre de réseaux, ce n'était pas pour la joie d'avoir un pylône de 45 mètres à la sortie de la commune, c'était pour qu'on puisse utiliser. En tout cas, c'est la compréhension que depuis 15 ans, nous avions de la demande de la représentation parlementaire. Et bien, il y a un nouveau concept qui est en train de s'introduire. Il est maintenant possible d'avoir des sites et de n'avoir aucun usage. Alors ça va être intéressant parce que tout à l'heure, vous allez recevoir le président de l'ARCEP. Vous m'avez demandé tout à l'heure, est-ce que vous avez fait des contrôles? Et d'ailleurs, c'est une des déclarations qui vous a été faite dans la première audition. On vous a précisé qu'on avait envoyé des huissiers en Bretagne. Nous n'avons pas envoyé d'huissiers en Bretagne. Mais vous l'avez bien noté, il y a une forme d'amour très particulier entre le quatrième opérateur et Bouygues Télécom. On n'a pas envoyé d'huissiers faire des contrôles parce que tout simplement, ce n'est pas notre travail de faire des contrôles. Notre travail d'opérateur, c'est de s'assurer comment est la concurrence et effectivement, on est amené à mesurer les couvertures de nos concurrents pour voir comment être meilleur qu'eux. Le travail de l'ARCEP, c'est lui, en l'occurrence, son travail de faire les contrôles et de s'assurer que, réglementairement, les opérateurs ont fait ce pour quoi ils s'étaient engagés. Et l'engagement qu'avait pris le quatrième opérateur, c'est de couvrir 27% de la population française, hors itinérance sur le réseau d'Orange. Alors, moi, je n'ai pas mesuré la couverture. Franck Esser vous a dit avoir fait des mesures, moi, je n'ai pas fait ces mesures. Par contre, j'ai lu dans la presse, comme vous, que 90% du trafic, Franck Esser vous a dit la semaine dernière, je crois 95, si j'ai bien visionné l'audition, passait sur le réseau d'Orange. Alors, écoutez, il ne faut pas être un très grand mathématicien pour comprendre une chose très simple. Si vous couvrez un quart de la population française, légitimement,
le trafic que vous écoulez passe pour le quart dans vos infrastructures et pour le trois quarts chez l'autre. Si l'essentiel du trafic passe chez l'autre, c'est que votre réseau ne couvre pas 27% de la population française. C'est juste mathématiquement impossible. Sauf à avoir réussi à loger une ville complète qui puisse se mettre à téléphoner que sur Free Mobile sans jamais sortir de la commune, ce qui me paraît peu probable. Alors ça pose deux questions. Free Mobile ne peut pas se permettre le moindre problème de qualité, puisque Hutchinson, qui avait eu ce phénomène de roaming, il avait été très pénalisé. Il avait sorti une offre extrêmement agressive dans les années 2000, mais les clients avaient dit l'offre est agressive, mais la qualité n'est vraiment pas là. Et donc il a eu beaucoup de problèmes de développement commercial. Et donc il est plus simple finalement, le petit dessin que je vous ai montré, de couper le site pour être sûr de ne pas avoir de problème de qualité. Ça vous permet de dire j'ai la qualité la meilleure possible. Et la qualité d'Orange est excellente. Le problème, finalement, ce n'est pas tellement le respect par Free de la réglementation. Ça, c'est le travail de l'ARCEP. C'est à elle de vérifier qu'effectivement la réglementation est respectée. La question qui se pose, c'est le fonctionnement de la totalité du marché. Parce que si on accepte qu'on puisse construire un réseau au rabais sans faire les investissements qui sont nécessaires, et je vous rappelle que Bouygues Telecom investit chaque année 500 millions d'euros, et je reviendrai tout à l'heure sur la raison du choix de l'équipementier que nous avons réalisé. Alors, si on peut faire ça, il y a une véritable distorsion de concurrence. Et la distorsion de concurrence dans un marché, ça n'est pas sain. Ça produit des effets qui sont extrêmement néfastes. En d'autres termes, l'ARCEP a vraiment l'opportunité, lorsqu'elle va réaliser à nouveau cette mesure, et l'ANFR est en train d'en faire une qui, je crois, doit être remise au ministre de l'Industrie le 29, c'est-à-dire demain, pardon. Et donc, la décision qu'elle va prendre peut regarder si effectivement les 27% de la population sont effectivement couverts ou pas. Ça va être une décision extrêmement importante. Parce qu'elle va nous envoyer un signal. Elle va nous dire, est-ce que j'accepte les vrais faux réseaux? Je crois sincèrement que vos administrés, dans vos circonscriptions, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir téléphoner avec les réseaux qu'on leur offre. Et d'ailleurs, les courriers que nous recevons de votre part nous montrent qu'ils ne sont pas satisfaits chaque fois qu'ils n'ont pas la couverture. Ils veulent le meilleur réseau possible, ils veulent que ça marche partout et que ça marche à l'intérieur. Alors, vous devez vous interroger sur la notion de couverture. Ce n'est pas un cas d'école qu'on est en train de voir, c'est vraiment une décision structurante qui va se faire sur le futur de la façon dont on conçoit les réseaux de téléphonie mobile pour le futur. C'est la façon dont on conçoit l'aménagement numérique du territoire, pour lequel vous avez été particulièrement attentif lorsque nous avons eu les appels d'offres aux fréquences 4G. Donc on est à un moment, j'ai dit tout à l'heure en introduction qu'on était à la croisée des chemins, on y est. Et alors vraiment aujourd'hui c'est une bonne journée parce que vous avez la possibilité d'avoir les questions directement pour le gendarme des télécoms, qui va être celui qui va poser son sceau pour dire oui ça couvre ou non ça couvre pas. Alors moi ce que j'attends de l'ARCEP c'est juste deux choses. Il faut qu'on puisse savoir si oui ou non la partie, le trafic du quatrième opérateur, il passe sur son réseau à 27% ou pas sur son réseau. Parce que s'il ne passe pas sur son réseau, c'est qu'il n'a pas la couverture. Il n'y a pas de miracle dans ce domaine. Et la deuxième question qui se pose, c'est est-ce que, quand il ne passe pas le trafic sur son réseau et qu'il en écoule 90% chez son opérateur d'itinérance, est-ce que dans ces conditions, on a considéré qu'il avait rempli ses obligations? Si on arrive à la conclusion que oui, alors ça, c'est vraiment lourd de conséquences pour le futur. Parce que ça signifie qu'on accepte les vraies fausses couvertures. Alors les vraies fausses couvertures, ça m'amène à répondre à votre question sur la terminaison d'appel SMS. Parce qu'il a été déclaré devant votre Assemblée également que nous avions toujours eu, depuis notre lancement, un différentiel de terminaison SMS. Nous l'avons eu pendant 38 mois à 0,5 centimes, soit 17% de la valeur SMS, et nous l'avons eu pendant 10 mois à 0,2 centimes, soit 8% de la valeur des SMS. Je me suis livré à un petit calcul. Quelle est la différence entre les SMS il y a 5 ans et maintenant? C'est très simple. Il y a 5 ans, des SMS, on en faisait 100 par mois, maximum. À l'heure actuelle, un ado, il fait 1000 SMS par mois. Ça signifie que si nous accédions à la demande que nous a fait Free d'obtenir un différentiel d'1 centime 35, c'est-à-dire 90% de la valeur du SMS, ça reviendrait à verser à Free pratiquement 10 €
par mois et par client. Lorsque nous avons eu les différentiels d'SMS, je vous ai refait un calcul, Didier m'a dit qu'il ne faut pas les donner tous parce que sinon ça va être trop litanique. Je vous en donne juste un, c'est sur 2008, c'est la même chose sur 2009 ou 2010. On était à 40 centimes par mois et par client. 40 centimes à mettre au regard de 10 euros. On ne parle pas tout à fait de la même chose. Donc il nous semble effectivement que le différentiel de TA-SMS, qui va être une décision de l'ARCEP également, il est tout à fait inacceptable. Vous m'avez demandé ensuite, alors il y avait beaucoup de... Alors, il nous reste théoriquement combien de temps? Allez-y, allez-y. Ah, pardon. Alors, vous m'avez demandé ensuite des questions relatives au niveau de marge. J'ai visionné 2 auditions et j'ai pu lire la 3e. À chaque fois, les niveaux qui vous ont été donnés avec des indicateurs qui sont différents. Il y en a un qui vous a donné le pourcentage d'excédent brut d'exploitation sur le chiffre d'affaires. Il y en a un qui vous a donné le pourcentage d'EBIT. Il y en a un qui vous a donné le pourcentage de résultat net. Je ne crains pas la concurrence parce que sur les 3, c'est nous le plus bas. Donc il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en pourcentage de résultat net, et je vous l'avais remis dans le courrier, nous sommes à 8%, on n'est pas vraiment une valeur du luxe. Donc à la question que vous m'avez posée tout à l'heure en me disant, mais vous êtes littéralement, je ne sais pas quel est le terme précisément, mais dans l'esprit, je crois que ça voulait dire qu'on s'était quand même un peu nourri sur la bête. Écoutez, à 8%, on est le plus mauvais du secteur. Peut-être pas bon, c'est une autre question, mais il y a une chose qu'on ne peut pas affirmer, c'est que nous ne sommes pas nourris sur la bête. Je vous rappelle juste que l'acteur le plus profitable de ce secteur, c'est celui qui a acheté l'eau propre sur tous les autres. Il est de très loin le plus profitable du secteur. Il a une rentabilité analogue à celle d'un groupe de luxe. Alors sur la stratégie, qu'est-ce qu'on a prévu de faire? Et là, ça rejoint différentes questions. Je vais répondre à l'innovation. Dans un marché comme celui dans lequel nous sommes, il y a une chose qu'on ne fera pas. B&U, on l'avait imaginé l'année passée, et nous avions dit que B&U serait l'offre la plus performante du secteur des offres sans mobile. Donc quand B&U est sorti en juillet, il avait un certain niveau de tarif. Soch est sorti en octobre, nous avons remodifié nos tarifs pour être le plus agressif. Free Mobile est arrivé, nous avons attendu la sortie de tous les compétiteurs pour nous positionner d'une part face à Free Mobile et d'une part face aux meilleurs tarifs de RAID et de Soch, de RAID de SFR et de Soch d'Orange. Clairement, notre volonté, c'est que B&U soit la meilleure réponse pour les clients. Et ça nous est plutôt favorable. Le seul problème, c'est que, vu le positionnement de cette intervention ce soir, je ne peux pas vous donner le nombre de clients, mais sachez que B&U se porte très bien et qu'il a réussi à séduire de très nombreux clients. Ensuite, sur l'innovation. Sur l'innovation, évidemment, la réponse que nous avons à l'heure actuelle, nous devons être innovants. Alors, il y avait une question sur la partie R&D, est-ce gérée par la structure financière, est-ce gérée par les équipes de R&D? On a créé une petite structure chez Bouygues Télécom qui s'appelle Bouygues Télécom Initiative. Quelle est la logique de cette structure? C'est simplement de se dire, quand vous avez une entreprise de 10 000 personnes, c'est déjà une entreprise trop grosse pour être capable d'innover en permanence. 10 000, c'est déjà beaucoup trop. Vous avez déjà, dans une entreprise de 10 000 personnes, plein d'idées qui n'arriveront jamais à émerger parce qu'elles seront tuées par toute la technostructure que nous avons. Et donc, pour être sûr d'être capable d'avoir de l'innovation en permanence, on a créé cette toute petite structure qui est sur le côté, qui m'est rattachée directement et qui gère tout un tas de relations avec des start-up. On a traité 333 dossiers de start-up que nous avons regardés pour voir si on peut les aider en co-développement, si on peut leur acheter un projet, si on peut les aider en rentrant dans leur capital. C'est par exemple ainsi qu'on a aidé une société française qui est leader dans la compression, c'est-à-dire dans la façon d'optimiser le trafic donné qui explose, le trafic Internet il explose, et il y a une société en France qui est très bien positionnée pour faire ça sur le mobile. Elle n'avait pas les moyens de tester grandeur nature, on l'a fait ensemble, et ça lui permet de vendre son produit à l'extérieur. En termes de stratégie d'innovation, c'est la raison pour laquelle nous avons lancé notre nouvelle Bbox Sensation qui arrive au printemps, et dans laquelle on aura le Wi-Fi le plus efficace qui soit, la partie console de jeu dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est unique en France, ça n'existe pas. On sera même les premiers en Europe à le faire. Ça permettra d'avoir des services de PS3, d'X Game qui seront directement disponibles sur une console pour servir la totalité de la famille. Et puis par rapport à votre question tout à l'heure, j'y réponds maintenant sur les interfaces que nous avons avec le reste du groupe. Nous aurons aussi dans cette box une particularité. Nous aurons le catalogue de VOD le plus large du marché. Nous l'avons conçu avec TF1, qui est allé signer avec tous les studios pour être capable de nous offrir une offre qui nous permette d'avoir
une offre de vidéo à la demande, parce qu'on pense que c'est le sens de l'histoire et que les clients vont de plus en plus consommer en dématérialisé. Par contre, ce qu'ils voulaient, c'est pouvoir rentrer par un point, taper le nom du film et ne pas rentrer par 10 portails différents, comme c'est le cas à l'heure actuelle sur le marché. Nous avons un seul credo pour l'innovation. L'innovation qu'on introduit, elle doit être utile. Il y a des innovations qu'on introduit dont on ne parle pas. La télécommande qu'on introduit, elle est gyroscopique. On n'en parle absolument pas pour une raison extrêmement simple. C'est qu'on ne peut rien en faire à l'heure actuelle. Personne ne fait rien de la télécommande gyroscopique. Nous, ce que l'on veut, c'est que n'importe qui prend en main la télécommande soit capable de l'utiliser de 7 à 77 ans. Que l'ergonomie soit simple, que ce soit fluide. Si ça n'est pas simple, ça ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle on n'en parle même pas. On le met dans nos produits, mais on n'en parle même pas. Et clairement, la stratégie que nous avons, ça va être de l'innovation et de l'innovation. Ça, c'est sur le côté de la box, sur le côté des services que l'on a introduits. On est allé chercher une boîte aux États-Unis qui a été capable d'introduire une mécanique d'assurance très particulière qui fait que quand vous perdez votre mobile, on est capable de vous restituer un mobile équivalent avec le contenu du mobile que vous aviez lorsque vous l'avez perdu. Vos photos, vos SMS, tout. Si évidemment vous avez choisi de souscrire à un tel service. Sur la partie 4G, puisqu'il y a eu la question, nous avons acquis du spectre 4G. Nous avons acquis pour plus de 900 millions d'euros de spectre 4G. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'on est convaincu, mais profondément convaincu, que le sens de l'histoire, c'est de la mobilité de plus en plus, avec des réseaux de qualité et avec des services pour lesquels nous sommes à l'heure actuelle seulement au début de l'histoire. L'offre dite illimitée qui a été sortie avec 3 gigaoctets, le mot illimité d'ailleurs a été retiré. Sur BNews, nous n'avions pas utilisé le terme illimité, je répondrai à la question du UFC d'ailleurs de la même façon tout à l'heure. Sachez qu'en Suède, ça correspond au petit forfait data. Les petits forfaits de données, ils sont à 3 gigaoctets. Au Japon, ils sont maintenant à 7 gigaoctets. Ce que l'on croit, c'est que le sens de l'histoire, tout ça, ça va exploser. Parce que les petits objets qu'on met dans la main de chacun de nos clients, ce sont des machines sans cesse plus perfectionnées, avec des écrans qui sont toujours meilleurs et qui sont capables de vous donner un Internet absolument partout. On est seulement au début de l'histoire. Il y a un an, ce truc-là, il avait un processeur. Cette année, il en a 2 à l'intérieur. À la fin d'année, il en aura 4. Et l'année prochaine, il en aura 8. Ça veut dire que ce sera plus puissant que le PC de Madame de la Rodière. Et vous l'aurez dans la main avec un écran qui vous permet de faire n'importe quoi. C'est pour cette raison qu'on a investi dans les ressources 4G. Et c'est pour cette raison que nous développerons nos couvertures de réseau. Et c'est pour cette raison que nous avons la volonté d'assurer le déploiement du réseau et que dans la période actuelle, nous renforçons même nos investissements dans le réseau. Nous investirons dans le réseau mobile en 2012 plus qu'en 2011. Parce que nous croyons que la différence se fera par la qualité de ce que l'on délivre. Et l'on croit que là-dessus, il y a une chose qui est essentielle, c'est de posséder son infrastructure. On ne peut pas être dans les mains de quelqu'un d'autre pour le faire. Alors, sur la notion d'illimité, effectivement, nous avons reçu un courrier du UFC Que Choisir pour la notion d'illimité sur BNews. Qu'est-ce qu'on nous a demandé sur BNews? On ne nous a pas demandé de clarifier le terme illimité. On nous a demandé de fournir une facture papier. L'illimité tel qu'il était défini pour l'UFC Que Choisir lui satisfaisait complètement. En revanche, dans BNews, qui est une offre purement Internet, il n'y a pas de facture papier. On nous a demandé de réfléchir à un système qui permette de délivrer une facture papier. Le terme illimité tel qu'on l'avait utilisé, il était parfaitement défini et il n'était pas utilisé pour la notion de data. Parce que 3 gigaoctets, ça n'est pas illimité, c'est 3 gigaoctets. Il y a eu une question tout à l'heure avec Axione et notamment les relations avec le groupe. Je précise qu'Axione, c'est une filiale du groupe Bouygues, de Bouygues Bâtiment, en particulier une filiale de TDE. Et que Axione, à l'heure actuelle, nous avons effectivement souhaité signer cet accord avec Axione. C'est un accord qui couvre, je ne vais pas vous le dire de tête parce que je ne le sais pas par cœur, qui nous permet d'accéder à 6 millions de foyers, 4 500 communes et 280 000 entreprises. Et on a souhaité faire ça parce que même si nous étions le dernier arrivant sur le marché du fixe, on voulait le plus vite possible avoir l'empreinte la plus forte, c'est-à-dire être capable d'adresser le plus grand nombre de clients possible, après France Télécom évidemment. Qu'est-ce que nous avons fait d'ailleurs dans le domaine du fixe? Et ça répondra à une autre question qui m'a été posée. Nous avons fait un premier accord de co-investissement avec SFR, que nous avons fait novembre 2010. C'est un accord qui nous permettait d'aller dans une zone très dense, couvrir 3 millions de foyers. Je précise au préalable, parce que c'est un des points dont j'ai vu que vous étiez sensible lors des précédentes auditions, nous avions beaucoup œuvré, mais sans succès,
sur le fait de fabriquer en France un seul réseau de fibre optique. Je précise juste que la fibre optique est infinie. Apporter 4 prises de fibre optique par appartement, c'est juste dépenser 4 fois trop d'argent. Ça ne sert à rien. Parce que quand vous avez l'infini, vous pouvez mettre autant de choses. 4 fois l'infini, c'est toujours l'infini. Ça n'a pas changé. Donc en zone très dense, nous avons donc l'obligation d'apporter 4 prises. On a donc dû signer un accord avec SFR pour être capable de co-investir avec eux, de sorte qu'en zone très dense, il n'y a pas 4 réseaux, il y en a 3. Mais c'est déjà 2 de trop. En zone moyennement dense, on s'est rallié à l'accord de France Télécom qui portait le flambeau pour le déploiement des zones moyennement denses. Nous avons signé avec eux un accord que nous avons signé en janvier. Et nous avons été plus loin que ça. Nous avons souhaité pouvoir couvrir dans les zones très denses, les zones dans lesquelles nous n'étions pas encore à l'heure actuelle par notre accord avec SFR. Nous avons signé un deuxième accord avec France Télécom qui nous permet de joindre 1,7 million de foyers supplémentaires en zone très dense. Ce qui nous permet en zone très dense d'être à 4,7 millions de foyers et d'être ainsi le deuxième opérateur derrière France Télécom en termes de fibre optique. Longtemps, l'image qu'a eu Bouygues Télécom, c'est qu'on ne s'intéressait pas à la fibre. Ce que je voudrais juste vous préciser là, c'est que les temps ont changé. Alors ils ont changé récemment, certes, mais ils ont changé. Et c'est la raison pour laquelle on est allé faire cet accord également avec Axione. Et l'accord également que nous avons fait en zone moyennement dense. À la question que vous m'avez posée tout à l'heure sur notre accord avec Numéricable, nous avons, dès 2009, pris un accord avec Numéricable pour utiliser l'infrastructure existante de Numéricable qui nous permet d'amener dès maintenant, sans travaux supplémentaires, dans 8 millions de foyers du très haut débit Internet. C'est un accord dont on se félicite parce qu'il nous permet d'avoir des progressions de part de marché dans le très haut débit qui sont extrêmement intéressantes parce que dans la fibre optique, il y a quelque chose qui dérange les clients. C'est que quand vous annoncez à quelqu'un qui possède son appartement qu'on va tirer le fil de fibre optique le long de la plainte pour l'amener dans la grande pièce, ça fait bondir beaucoup de gens. Ils préfèrent que la fibre optique elle reste à la porte. Au moins le câble, dans la plupart des cas, il est déjà déployé, ce qui nous permet d'être capable d'offrir un grand nombre de connexions. Sur les... Alors, est-ce que j'ai quelque chose auquel je voulais ajouter sur l'innovation? Vous avez demandé tout à l'heure avec qui on travaillait. Sachez qu'on travaille particulièrement avec le CEA, parce que le CEA dispose à Grenoble d'une structure particulière qui permet l'exploitation des brevets. Le CEA possède un très grand nombre de brevets, dans des domaines qu'on n'imagine même pas. On travaille avec eux parce que ça nous permet d'introduire un certain nombre de choses. Et, enfin, nous, c'est une société avec laquelle on a de très très bonnes relations et avec laquelle on organise régulièrement, par le biais de petites structures, Bouygues Télécom Initiative, des petites start-up également françaises que l'on met en liaison également avec le CEA pour être capable de regarder comment mieux valoriser les brevets existants. Alors là, le terme précis, c'est le LETI, pardon. Parce que j'y suis allé à plusieurs reprises, mais qui est extrêmement performante. Hein. Dans toutes les nanotechnologies. Alors, il est utilisé par cette structure. Par contre, je ne vous donnerai pas le montant parce que je ne l'ai pas en tête en revanche. On vous le passera, oui, oui. L'autre point que vous... Alors, il y avait beaucoup de questions. Il y avait une question notamment sur les nouvelles... Alors, vous m'avez posé une question sur les offres, sur les... Oui, voilà. Alors, voilà. Alors, alors vous m'avez posé ça, vous m'avez... Fluidité du marché, vous m'avez posé également une question sur le bill shock, parce qu'on appelle le bill shock, c'est-à-dire la surprise des clients lorsqu'ils découvrent que la data à l'étranger est quelque chose d'extraordinaire. Alors là-dessus, qu'est-ce que je peux vous dire? La première chose, nous avons été le premier opérateur à interdire à l'étranger l'utilisation des clés 3G que nous vendions. Pour quelle raison? Pourquoi on accepte de se priver d'un chiffre d'affaires supplémentaire? Parce que personne ne peut comprendre qu'avoir passé une semaine à New York vous coûte le prix de votre loyer. C'est inimaginable. Et donc on a préféré interdire l'accès en itinérance donnée pour les détenteurs des petites clés pour être sûr que les gens n'aient pas de mauvaise surprise. Parce que ça ne sert à rien d'aller coincer les gens. C'est juste un impayé devant nous, quelqu'un qui nous quitte. On leur a coupé l'accès. S'ils le veulent, ils nous appellent, on peut leur donner, mais on leur réexplique à ce moment-là ce que coûte cette itinérance de données. On a été les premiers à le faire, je ne sais pas si on est les seuls ou pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a été les premiers à le faire. L'autre question que vous m'avez posée, c'est sur les engagements 12-24 avec ou sans mobile. Nous avons mis en place, depuis maintenant plus d'un an, toutes nos offres, ce qui n'a pas été dans le sens d'une simplification d'ailleurs, ont un tarif 12 mois, un tarif 24 mois, un tarif avec mobile 12 mois, un tarif avec mobile 24 mois, un tarif sans mobile avec 12... Enfin, voilà, on a la totale.
ne peux pas vous dire mieux. Et alors, à la question, faut-il attraper les clients avec un crédit à la consommation? Sincèrement, je ne crois pas. Pour une raison extrêmement simple. Les crédits à la consommation tels qu'ils sont imaginés, peut-être un point avant de préciser cette notion de crédit à la consommation. Quand on a lancé BNU, on a voulu que les consommateurs, aussi que les pouvoirs publics, découvrent quel était le prix d'un mobile. Et quand on a lancé BNU, on a mis sur notre site BNU la vente de mobiles, et il y avait écrit à prix de revient. Alors moi, j'avais souhaité mettre à prix coûtant. On n'a pas pu le mettre parce que nos contrats avec les fabricants nous interdisaient de communiquer le prix auquel on les achetait. Donc on a mis prix de revient qui est quasiment la même chose. Et qu'est-ce qu'ont découvert les Français à cette occasion? Ils ont découvert qu'un iPhone, alors moi j'ai pas un iPhone mais j'ai un Samsung Galaxy 2, ça coûtait 603,25 € TTC sans marge. Nous l'achetons hors taxe, le prix qui nous permet de le faire à 603 €. Qui dans cette salle savait qu'un iPhone coûtait au vrai prix 603 €? Un téléphone comme ça, Galaxy S2, ça coûte 506 € TTC sans marge. La perception de chacun, c'est que le mobile, c'est un truc qui coûte rien. Un iPhone, ça coûte 49 €, 99 €. Et encore, c'est des voleurs à 99, ils devraient me le donner à 49. Non, la réalité, c'est que ça coûte 600. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut pouvoir lisser le prix de ce mobile, évidemment, il faut bien qu'on le mette quelque part. Et quand vous mettez un tarif à 600 €, si vous le vendez 49 €, il y a 550 €. Vous le divisez par 12, vous le divisez par 24, vous le retrouvez dans votre prix de vente. Et donc à la question de... Excusez-moi, oui, pardon. À la question de... Je me dépêche. Donc à la question, est-ce qu'on est favorable au crédit à la consommation? Vous avez mis en œuvre un système en France qui s'appelle le dispositif Chatel. Les clients français ont parfaitement bien compris le dispositif Chatel. Ils l'ont compris à l'occasion de la TVA. Et je précise donc à la question qui m'était posée que nous avons été le premier opérateur en France à décider de ne pas répercuter la hausse de TVA en janvier de l'année passée. Nous avons ensuite été suivis au bout de 3 semaines par Orange et SFR, mais nous avions été le premier à le décider. Donc c'est un point, alors ça ne présage pas de ce qui sera fait prochainement, mais ça nous donne... Bon. Et SFR a précisé dans son audition qu'il y avait une mécanique très particulière qui libérait la base. La décision est malheureusement assez simple à prendre, oui. C'est encore beaucoup d'argent. On a parlé tout à l'heure de la fiscalité des télécoms. Alors, je voulais juste vous préciser une chose, pardon, excusez-moi, avant de répondre au SIM-locage. Pourquoi le 36 mois est une aberration? Parce que dans les clients que je connais, c'est-à-dire les clients de Bouygues Télécom, le changement de mobile, il intervient tous les 21 mois. Les engagements sont de 24, mais les gens n'attendent pas le terme de leur engagement pour changer de mobile. Parce que c'est un produit qui est à la mode, parce que c'est un produit qui est extrêmement évolué, et parce que les gens veulent pouvoir absolument le changer fréquemment. Et ils ont donc compris, je fais le lien avec la loi Chatel, ils ont aussi compris qu'avec le dispositif Chatel, je vais vous le simplifier le dispositif Chatel, on a inventé le crédit qu'on ne rembourse pas. Le dispositif Chatel, c'est le crédit qui, au 13e mois, vous permet de vous arrêter moyennant le quart des sommes restant dues. Qu'est-ce qu'on dirait si on allait chez Darty pour prendre un frigo, qu'on le prenne sur 24 mensualités, qu'on aille voir Monsieur Darty le 13e mois en disant « Monsieur Darty, je vais m'arrêter de payer, je vous donne les 4 dernières mensualités, on va rester bons copains ». C'est ça la loi Chatel. Donc elle est infiniment plus avantageuse que le crédit à la consommation. Parce que je n'imagine pas que le crédit à la consommation, on aille dire « et vous aurez la possibilité d'en sortir », moyennant le quart, le tiers, le dixième, je ne sais pas quel sujet on pourrait introduire. Alors, je termine juste avec un dernier point, puisqu'on m'a demandé de terminer dans les 2 minutes qui viennent. Je n'aurais pas répondu à tout, j'en suis désolé. Sur la stratégie de relation client. Nos collaborateurs chez Bouygues Télécom ont fait des enquêtes de satisfaction des collaborateurs. Je vous donne 2 indicateurs très simples. 95% de nos collaborateurs sont fiers de travailler chez Bouygues Télécom. 69% de nos collaborateurs sont satisfaits de leur rémunération. Quand vous demandez aux collaborateurs s'ils sont contents, 69% nous disent oui. C'est des sondages anonymes, je le précise. Nous avons une culture extrêmement forte qui est tournée vers le service de nos clients. Et nous ne pensons pas que malgré l'arrivée de Free, il faut faire tirer tout ça vers le bas. Donc nous maintiendrons nos services. Et ce qui fait la différence en termes de relation client, je voudrais juste vous le préciser et j'en termine là-dessus. Si la relation client, c'est une question d'argent, Orange serait numéro 1, SFR serait numéro 2, nous serions numéro 3. On est numéro 1 parce que la relation, le service qu'on donne à ses clients, c'est une question qui est faite par les femmes et les hommes qui constituent l'entreprise. Parce qu'ils ont chevillé au corps la volonté de servir, voilà la raison pour laquelle on est numéro 1 depuis
5 années consécutives. C'est parce que c'est une question de management, de culture et de culture au sein de l'entreprise. Voilà, j'en ai terminé, excusez-moi. J'ai été un peu long et je n'ai pas répondu à tout. Merci, monsieur le directeur général. 30 secondes, François, parce que 17h45, nous recevons le président de l'ARCEP. Merci, monsieur.